Bonjour à tous, merci d'être venus à 11 h avant d'aller manger. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Kafka. Donc je pense que tout le monde connaît cet homme, l'écrivain. Bon, la conférence est un peu orientée technique, donc on va plutôt parler de Apache Kafka, le log distribué. Donc très rapidement, pour parler 2 secondes de moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, hein, ça fait pas de mal, suivez-moi, c'est cool, je poste des trucs sur de l'informatique principalement. Je suis spécialisé plutôt côté back-end. Là où j'interviens, je commit un petit peu sur le projet Zipkin, je vous invite à aller voir ce que c'est quand j'ai un petit peu de temps. Et je suis speaker quand les CFE veulent bien de moi. Le programme va être assez dense. Dans un premier temps, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que Kafka dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail. On verra après comment on peut l'utiliser. Et seulement ensuite, on verra un petit peu tous les concepts qui sont derrière, rentrer un petit peu dans vraiment le contenu. Puis on fera une petite partie sur Kafka Stream, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau avec Kafka et qui est très intéressant. Et ensuite, un petit point de vue un petit peu Ops, pour comment on monitore un petit peu du Kafka en production. En ce qui concerne les questions, je vous invite après, on en discutera après, parce que je pense qu'il n'y aura pas le temps pour les questions sur ces 40 minutes. Allez, c'est parti. Kafka, c'est celui à droite. Voilà. Alors, Kafka, à la base, c'est un projet qui vient de chez LinkedIn. Ça, c'est leur système d'information avant l'apparition de Kafka. Donc on voit tout de suite un petit peu là où se situent les problèmes. On voit bien qu'on a de très nombreuses communications inter-services, on a du Hadoop, on a des caches distribuées, on a beaucoup de choses. Donc ça, c'est normal dans un système d'information un petit peu complexe. Sauf que là, il y a trop de dépendance entre les différents services. Du coup, LinkedIn a développé son outil Kafka. Kafka, ça ressemble à ça. Ça va être une colonne vertébrale pour vos données. Donc dans ce cas-là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus clair que dans le schéma précédent. On va avoir quelque chose qui est centralisé pour la transmission des données entre les différents services. Et on voit qu'on a des usages qui peuvent être un petit peu différents. Du coup, on a un block stream processing, on en parlera un petit peu plus tard, qui apparaît. On a toute notre partie big data qui est dans un second temps. Et là, tout de suite, notre récit est bien plus clair. Alors Kafka, ça a été open sourcé en 2011. Et maintenant, c'est un projet de la fondation Apache. C'est très actif, il y a des releases qui sont très fréquentes. La version actuelle, c'est la 0.11.00, je crois, qui est une version très importante, je vous dirai après pourquoi. Et il y a même une compagnie avec 3 anciens ingénieurs de chez LinkedIn qui ont bossé sur le projet Kafka, qui ont monté une compagnie qui s'appelle Confluent. Et cette compagnie, elle marche plutôt bien, puisqu'elle vient de lever 50 millions cette année. Et du coup, leur produit, c'est une plateforme qui se greffe autour de Kafka, plus du support, pour ajouter des fonctionnalités en plus. Comment ça évolue, Kafka? Il y a un vrai écosystème qui est en train de se créer autour du produit, notamment avec la communauté, mais aussi via des outils comme Kafka Connect pour se connecter à d'autres bases de données, à d'autres outils. La notion de registry, de schéma pour faire transiter les messages de façon un peu plus fiable en utilisant le format Avro, ou encore de l'intégration avec des outils Big Data directement pour pouvoir utiliser les capacités de Kafka. Donc ça évolue très vite, comme je le disais, il y a des nouvelles features qui sont ajoutées très fréquemment. Et maintenant, il y a un petit changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. On passe d'un simple log distribué à une vraie plateforme de streaming. On le verra un peu plus tard quand on rentrera un peu en détail sur le streaming. Et quelque chose, donc je disais, quelque chose de très intéressant qui a eu lieu très récemment, c'est le Exactly Once Processing. Je reviendrai sur les termes exacts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que tout le monde veut faire et qui est très compliqué à faire, mais qui est possible d'être fait maintenant. Pendant la partie use case, je risque d'utiliser des termes que je n'aurais pas encore définis. Donc je vous donne un petit glossaire avant de commencer à parler des use cases. Donc quand je vais parler de broker, j'expliquerai après tous ces termes. On va parler tout simplement d'un serveur qui va faire tourner une instance de Kafka. Quand je vais te parler de topic, on peut considérer que c'est une catégorie où on va publier nos messages. Quand je vais parler de partition, ça sera un bout de ce topic. Et les producteurs consumers sont respectivement tout simplement ceux qui vont écrire et lire depuis Kafka. Donc on va passer au use case. À quoi ça sert Kafka? Alors, un petit point de vue, un petit peu contexte, on le sait tous, hein, on a de plus en plus de données dans nos SI actuellement.
Et on en veut toujours plus, de toute façon. Par exemple, en ce qui concerne les user activity, on a souvent envie de savoir où est-ce que les utilisateurs cliquent, le nombre de pubs qu'ils ont vues, quelles pages ils ont visitées aussi. En termes de serveur info, on peut avoir tout ce qui est monitoring en termes d'application, mais aussi de machines. On a besoin de récupérer des logs, des métriques. Donc tout ça, ça fait encore de la donnée en plus. Sans compter le messaging où on peut envoyer des SMS, des notifications, les données business qu'on veut utiliser pour faire justement du traitement a posteriori, ou encore les architectures à base d'événements qui sont très en mode avec les microservices et qui, eux, requièrent de très nombreuses communications via message ou autre. Donc là, le premier cas d'utilisation qu'on va décrire, enfin que je vais décrire, ça va être d'utiliser Kafka comme la colonne vertébrale, comme on le voyait dans le premier schéma de LinkedIn, enfin dans le second schéma de LinkedIn, de l'utiliser en tant que colonne vertébrale de nos données. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement qu'on va être dans une logique de write once, read many times. Donc, on va écrire simplement, notre application va être profilée, on va écrire l'information dans notre log distribué, et cette information-là, on va pouvoir la traiter via différents services en fonction des besoins et du périmètre de ce service. Par exemple, dans le cas présent, on va avoir la possibilité d'avoir une application qui va simplement faire du monitoring. Donc, elle va lire l'information qui a été publiée et en fonction des résultats, grapher ou ce genre de choses. On peut aussi cacher des informations dans un second temps. Stocker ces informations dans des bases de données pour après un autre traitement un petit peu plus complexe en termes de query, etc. Ou alors tout simplement avoir cette information-là qui passe dans un newsfeed ou autre. Donc c'est intéressant parce que ça centralise la donnée au sein de notre SI. J'en parlais aussi. Les architectures event-driven, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Là, c'est un exemple qui vient de chez Confluent. Donc en fait, les rectangles correspondent à des services, donc des applications dans un langage donné. Et les ronds vont correspondre du coup à des messages, à des événements envoyés dans Kafka. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit ici un processus de commande d'un objet et qui n'utilise pas de communication HTTP en fait. Nos services vont communiquer ensemble dans une architecture microservice par exemple, mais tout va passer par des événements. Et donc on va pouvoir retracer ces événements au fur et à mesure. Donc là, et chaque service, sous forme de pub-sub, va s'enregistrer à des topics, va écouter et réécrire dans d'autres topics pour faire un processus complet. Donc c'est des architectures qui sont très en vogue. Et l'exactly once et la nature de Kafka fait que c'est un très bon candidat pour ce genre de choses. J'en parlais aussi, le streaming. Alors le streaming, pour faire très très simple, c'est simplement le fait de traiter de la donnée dès qu'elle est disponible. Pour vous donner un petit peu une analogie, il y a Didier Girard, le VP de chez Sphere, qui dit il faut récupérer les pépites lorsqu'elles sont dans la rivière et ne pas attendre qu'elles tombent dans le lac. Si on transmet ça dans l'informatique, c'est pas très compliqué. En gros, vous allez récupérer les informations utiles quand elles sont en train de transiter dans votre SI et non pas quand elles sont dans votre data lake et que la donnée est déjà là depuis quelques temps, depuis quelques heures par exemple. Vous allez la traiter dès qu'elle est disponible. Donc c'est très puissant. Avec Kafka, c'est assez simple et ça permet de faire des choses comme de la détection de fraude en temps réel, de consolider des données, pareil, en temps réel, etc. Il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation. Alors comment on fait? Là, on va comparer un petit peu avec ce qui existe déjà. Comment on fait si on a déjà acheté un ESB? Pour rappel, un ESB, ça va vous permettre, c'est un composant généralement qui ne vous appartient pas vraiment, où vous allez pouvoir plugger quelque chose dessus, qui a une logique qui est assez complexe. Vous allez pouvoir faire du routing, du processing. Il va y avoir beaucoup d'intelligence dans l'outil. Actuellement, on est plus dans une logique qui est Smart Endpoints, Dump Pipes. L'idée, c'est que Kafka, c'est un tuyau. On va lui envoyer des messages, mais lui va faire aucun traitement dessus. Le message qui est stocké dans Kafka est immutable. Aucun traitement ne peut être fait dessus, sauf si on le traite et qu'on en renvoie un autre. Et du coup, toute l'intelligence, elle va se concentrer dans ce que vous allez en mettre autour, en termes de producteur et de consumer. Kafka, il transporte juste la donnée. Mon petit conseil, c'est débarrassez-vous de votre ESB avant d'avoir besoin de vendre vos enfants, votre chien ou autre, parce que ça coûte vraiment cher. Le cas de RabbitMQ. Donc souvent, c'est un petit peu, on met toujours en concurrence RabbitMQ et Kafka. Pour rappel, RabbitMQ, c'est un système de messaging aussi, qui est centré sur le broker
et qui a des capacités de routing qui sont un petit peu plus poussées qu'avec Kafka. Vous allez pouvoir, en fonction de regex sur les clés, décider où est-ce que vous envoyez votre message, etc. Donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. C'est aussi très mature, c'est en Erlang, en gros ça résiste à tout, on peut lui rouler dessus avec un char d'assaut, il y a peu de soucis. Et c'est standardisé, donc c'est aussi d'un côté quelque chose d'assez important. Kafka, quant à lui, comme je le disais, il est plus centré sur ce qui va se trouver autour du broker. On a la notion d'ordre qui est un peu plus poussée qu'avec RabbitMQ, on a une garantie d'ordre par partition. Donc, peu importe ce que vous faites, vous savez que vous allez avoir de l'ordre si vous écrivez de la façon dont il faut. J'en parlerai un peu après. Il est pensé scalable horizontalement par défaut. Donc, Kafka, en termes de performance, il est bien mieux que RabbitMQ. Et en plus, c'est backé par Confluent. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? En tout cas, il y a une boîte qui le maintient très activement. Donc, la conclusion un petit peu de cette comparaison, c'est comme souvent dans les conférences, etc., on va vous dire ça dépend des use cases. Mais c'est un peu vrai. Quelques noms qui utilisent Kafka. Je pense que vous en reconnaissez au moins ou deux. Globalement, tous les grands acteurs utilisent du Kafka, LinkedIn, bien sûr, parce que ça a été inventé là-bas, mais aussi Twitter, Netflix, Yahoo, Datadog, OVH, pour des choses qui sont un peu plus proches de nous, etc. On va maintenant rentrer dans la partie un petit peu plus technique, sur qu'est-ce que c'est Kafka, comment ça fonctionne. Donc, comme je le disais, quand on a un cluster Kafka, en fait, l'intelligence, elle va être autour. On va avoir notre cluster Kafka qui va être composé de machines, et autour, on va aller brancher nos applications qui vont aller lire, écrire, etc. On peut aussi avoir des connexions directement avec les bases de données pour envoyer le contenu de vos bases dans votre cluster Kafka. Et on peut faire aussi du stream processing. Donc, Kafka peut devenir le centre de votre architecture quasiment. Donc, j'avais pas défini le terme de broker. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un broker? Donc, c'est un service Kafka qui tourne, tout simplement. Le but, c'est qu'il fasse, lui, les écritures sur disque. Donc, Kafka, en fait, utilise intensivement la partie disque, mais il utilise les processus au niveau Linux de cache, donc c'est très très bien optimisé. C'est aussi une interface pour vos consommateurs et vos producteurs. Et c'est lui qui va gérer toute la réplication et donc le système de leader election et de rebalance en cas de fail. Et c'est à ces fins-là qu'est utilisé Zookeeper notamment. C'est la seule utilisation de Zookeeper, c'est simplement pour faire de la leader election et pour stocker des configurations. On rentre dans le cœur de Kafka, c'est les topics et les partitions. Donc ce schéma est assez intéressant. On voit là par exemple, le topic en fait va être composé dans ce cas-là de 3 partitions, la partition 0, 1 et 2. Les numéros, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes messages en fait. C'est ce qu'on va appeler l'offset. Donc quand on pousse un message dans un topic Kafka, en fonction de la partition qui va lui être assignée, on va lui assigner un identifiant, tout simplement. Et donc, les identifiants vont grimper par partition. Il faut savoir que là, les partitions, ce n'est pas représenté, mais elles sont toutes répliquées. On peut choisir le facteur de réplication. Si jamais un de nos brokers tombe, on a toujours un autre broker qui va prendre la main sur cette partition pour redevenir leader. Et donc, on ne perd pas de données, en fait. Et donc, voilà, un processus d'écriture, en fait, en fonction de la clé qu'on va lui envoyer dans le message, on va pouvoir décider sur quelle partition on l'envoie. Ça se fait automatiquement, mais la clé garantit que tous les messages qui ont la même clé sont envoyés sur la même partition. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un message? Là, j'ai tronqué volontairement. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais ce qui est intéressant pour une première approche, c'est de savoir qu'en fait, tout est envoyé sous forme de batch. Et qu'il y a la notion d'offset, justement, qui est envoyée au moment de ce batch pour éviter les duplications. Et il y a le delta de l'offset pour savoir le dernier batch, la valeur. Le Magic Byte, ça va nous permettre en fait de valider quelle version est utilisée parce qu'il y a eu des changements au niveau du contenu des messages qui ont été bloquants en fait. Et ce Magic Byte est présent depuis le début en fait. Et donc en fonction du Magic Byte, ils sont capables de savoir quel format de message est envoyé et de savoir la version du coup à utiliser. Et ensuite, on a une liste de records. Un record, c'est tout simplement du coup un offset, un timestamp et on a un système de clés valeurs et des headers depuis la 0.11. Donc cette clé, comme je le disais, elle va conditionner l'attribution de la partition et donc l'ordering par clé. Et la value, c'est ce que vous voulez envoyer, c'est votre message. Les headers sont là pour ajouter des fonctionnalités en plus si vous en avez besoin.
très rapidement, juste 2 mots sur la compaction. Donc la compaction, qu'est-ce que c'est? On a dit qu'on pouvait envoyer des messages, que c'était immutable. Donc on a un délai de rétention qui permet de dire au bout de 2 semaines par exemple, tu me supprimes tous les messages qui existent. Mais on a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la compaction. La compaction, c'est on va décider que pour une clé donnée, on va ne garder que le dernier message. Ça permet d'avoir des tailles finies par exemple. Si on a besoin de répliquer une base de données, d'envoyer tout le contenu d'une base de données dans Kafka, dans un topic, et bien si nos clés sont bien faites, on peut décider de garder la dernière clé, la dernière valeur pour chaque clé, et donc avoir une taille finie finalement. Donc voilà, on pourrait creuser un petit peu après, mais globalement, voilà, ça réduit des logs assez gros à quelque chose de plus léger. Donc j'en parlais aussi un tout petit peu au début, j'ai parlé de exactly once. Je vais juste revenir 2 secondes sur les différentes sémantiques qui sont disponibles, qui existent dans les systèmes distribués. On a d'abord le at most once. Généralement, on n'en veut pas trop. L'idée, c'est qu'on envoie le message, et peu importe ce qui se passe, on considère qu'il a été envoyé, côté producer. Ça peut avoir des use cases, j'en vois pas tout de suite, mais l'idée, c'est qu'on est sûr qu'on n'a pas de duplicate. Par contre, on peut avoir des données qui n'arrivent jamais, si jamais il y a un problème réseau ou autre. Donc généralement, on ne veut pas trop de ça. Le at least once, c'est plus intéressant déjà, c'est qu'on va envoyer notre message et on va le renvoyer jusqu'à ce que le broker nous dise « Ok, c'est bon, je l'ai reçu ». Sauf que, encore une fois, il y a des cas où il y a des problèmes réseau, un broker qui tombe, etc. où en fait, on va l'envoyer et le temps que la réponse arrive, on l'aura renvoyé une deuxième fois et finalement, on va se retrouver avec un message qui est dupliqué. Donc, on est sûr de ne pas perdre de données normalement. Par contre, on peut avoir des données en double. Donc ça, c'est embêtant. Ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à la version 0.10x. Depuis la version 0.11, qui a été réalisée il y a assez peu, je crois, quelques mois, on a du exactly once. Donc il y a un long papier, si ça vous intéresse, qui est dans les sources à la fin, qui explique comment ils ont fait, parce que ça corrige, c'est vraiment très intéressant en termes d'architecture distribuée. Il y a des questions sur le théorème CAP, etc., que les gens pensaient impossible. Et l'idée, c'est qu'en fait, on envoie le message et on est sûr que quand on l'envoie, il n'apparaîtra qu'une seule fois du côté des brokers. Donc votre message, vous êtes sûr que quand vous l'envoyez, il arrive de l'autre côté. Donc ça, c'est génial, c'est ce que tout le monde veut. Pas de duplicat. Tout le monde est content. Donc à partir de la 0.11, vous pouvez avoir ça. Si on veut parler avec Kafka, on peut le faire avec quasiment tout en fait. Quasiment tous les langages. Globalement, les principaux, ça va être en Java et en C++, parce que Kafka est codé en Java. Précédemment Scala, mais ils ont migré sur du Java. Des fois, c'est plutôt l'inverse. Et en fait, les autres librairies, pour les autres langages, vont se baser sur la lib bas niveau C++ pour être tout aussi performantes. Donc les plus performantes, bien sûr, vont être la Java C++, mais toutes les autres fonctionnent plutôt bien. Et il y en a pour tous les langages, je n'ai pas tout mis. Donc j'avais parlé de produire des messages. Donc c'est tout simplement le fait d'envoyer vos données à votre broker. Tous les messages qui sont envoyés, en fait, tout est envoyé en binaire. Donc c'est assez léger. Et comme je le disais, c'est la clé qui va définir la partition. La clé, elle n'est pas obligatoire, mais si vous avez besoin d'avoir des garanties d'ordre, il va falloir que vous envoyiez des clés. Tout est fait de façon asynchrone, sous forme de batch, et il y a du retry justement pour ces histoires de exactly once. Le processus de consommation, il est un peu plus intéressant, parce que c'est là où vraiment il y a une petite réflexion à faire quand on consomme des données dans Kafka. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de consommateurs que vous avez de partitions. Au moment où un consommateur est démarré, il va se connecter au broker à une partition donnée, ou des partitions données, et dire « j'écoute ». Au moment, dans ce cas-là, le groupe, tous les consommateurs qui ont le même groupe ID vont vouloir consommer le même topic. Et en fait, tout ce groupe va se répartir les partitions disponibles entre consommateurs. Donc là, dans le cas présent, pour démontrer un peu, le consommateur 0, lui, il est sur l'offset 6 et il va consommer la partition 0. Le consumer 1, comme il n'y a que 3 consommateurs, il va consommer les partitions 1 et 2. Et les offsets peuvent varier entre les différentes partitions, entre les différentes vitesses de consommation des consommateurs, etc. etc. Et l'idée, c'est que si vous voulez scaler, en fait, vous allez devoir mettre plus de partitions sur votre topic pour pouvoir mettre plus de consommateurs. Si vous avez des consommateurs en plus, bah, il va juste rien faire, en fait, parce qu'il n'aura pas de travail.
C'est ça aussi qui garantit justement l'ordre au niveau de la partition, puisque un topic ne peut être consommé que par un seul consommateur à la fois. Enfin, une partition ne peut être consommée que par un seul consommateur à la fois pour un même groupe ID. Ça fait un petit peu de réflexion. J'ai un petit exemple. Je vais malheureusement pas avoir le temps de le lancer parce que c'est pas mon ordi. Mais j'ai dans les slides. Donc je me suis basé sur les données de l'open data. Je ne savais pas qu'on allait en parler au Blend Web Mix. Pour récupérer les étudiants qui sont inscrits dans les formations de l'enseignement supérieur. Donc globalement, c'est des informations sur des villes qui contiennent des effectifs d'étudiants dans certains domaines. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de voir pour ça. Donc comment on instancie un producteur? Excusez-moi. C'est assez simple. Là, globalement, c'est toujours les mêmes propriétés que vous allez devoir mettre. Vous allez devoir lui dire déjà à quel broker il doit se connecter. Donc là, c'était un cas sur ma machine, donc c'est un localhost. Le code sur GitHub, il est à jour avec la dernière version de Kafka, la 0.11. Ça marche. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc oui, je disais, il y a les serveurs. On choisit sur quel cluster on veut se connecter. Ensuite, vous allez sélectionner, vous allez lui dire comment il doit sérialiser et désérialiser les clés et les valeurs. Comme je l'ai dit, c'est du binaire, mais vous, dans votre code, en fait, vous allez traiter des strings, des integers, etc. Donc, au moment où vous allez l'envoyer, c'est lui qui va s'occuper de faire la sérialisation. Ensuite, ici, on a quelque chose d'assez intéressant qui a été ajouté aussi en 0.11, c'est la notion de transaction. On peut envoyer dans une même transaction sur plusieurs partitions données un groupe de messages, comme on pourrait le faire avec une base de données, en fait. Donc, les transactions ont été ajoutées. Et le exactly once, c'est tout simplement une propriété qui a été ajoutée en 0.11 qui permet d'envoyer le message de façon unique. Donc c'est quand même assez génial. Une fois qu'on a créé cet objet-là, eh ben on va pouvoir instancier un producteur. Donc c'est un implement closable, du coup, faut le mettre dans un try with resources. Et du coup, c'est tout simple. On appelle le point send avec un producteur record. Donc là, on doit lui passer le topic dans lequel on veut envoyer le message. La clé, dans mon cas, c'était l'année qui correspondait à la donnée. On voulait que toutes celles dans la même année soient dans la même partition. Et ensuite, on écrit notre message. Donc là, j'ai écrit un JSON que j'ai sérialisé, enfin un objet que j'ai sérialisé en JSON. Donc un cas avec transaction, c'est un tout petit peu plus complexe. On a besoin d'instancier, de dire au producteur, tu vas faire des transactions. Et pour chaque transaction, de faire un begin transaction, c'est la ligne là, et de faire après le send, comme d'habitude, sauf qu'on peut faire du coup plusieurs send, et une fois qu'on a fini de cette transaction, dire, bah ok, maintenant que tu commits, et du coup, votre batterie est très faible. Excusez-moi. Et donc quand on aura fait tous nos envois, on pourra lui dire la transaction est finie et il va s'assurer que tous les messages qui ont été envoyés dans cette transaction sont bien envoyés. Pour consommer, même principe, on lui définit les brokers, comment on sérialise. On a la notion du coup de groupe ID, comme j'en parlais tout à l'heure, pour regrouper tous les consommateurs dans le même groupe, pour qu'il y ait une coordination qui soit faite automatiquement. Et ensuite, si on veut activer la gestion des transactions, pour qu'il ne lise que les messages qui ont été marqués comme finis en termes de transaction, on a un petit flag. Et comment on consomme? Encore une fois, c'est assez simple en fait. On va instancier un consumer, on va lui dire tu m'écoutes ce topic, et ensuite une belle boucle while true, globalement, dans lequel on va appeler la méthode poll, qui va simplement appeler les brokers pour récupérer les messages des partitions sur lesquelles il est enregistré. Et il va récupérer ces messages. Et là, c'est juste que je désérialise mon objet pour après faire un traitement quelconque. Donc vous voyez que c'est assez simple. Si on va parler un tout petit peu de Kafka Connect. Alors Kafka Connect, globalement, en fait, ça va être un consommateur ou producteur qui va permettre de s'intégrer très facilement avec d'autres systèmes. On va avoir des connecteurs, par exemple, pour lire du MongoDB. C'est-à-dire qu'il va lire le tlog de MongoDB et envoyer tout ce qui se passe dans Kafka. Donc vous allez en fait copier le contenu de votre base, vous allez pouvoir le retrouver dans votre Kafka très facilement.
Alors, il y en a des faits par la communauté, il y en a aussi des customs, dont certains sont payants. Et ça marche en fait de façon soit de mode distribué, et dans ce cas-là, on a les mêmes possibilités qu'un consommateur-producteur classique, c'est-à-dire avec la gestion des groupes automatiques, etc. Ou alors de façon standalone, où on dit tu fais ça sur ta machine, tout seul, sur ton broker. J'en ai parlé un petit peu au début, la plateforme Confluent. Globalement, c'est ça. Il y a sûrement d'autres trucs, hein. Mais ça, c'est les principaux outils. Chaque fois qu'il y a un petit dollar, ça veut dire que c'est la version payante, parce que la version Confluent est aussi gratuite, de base, sauf que pour certaines fonctionnalités, il faut payer. Donc le schéma registry, c'est si vous voulez envoyer vos messages et que vous voulez mettre un schéma Avro sur vos messages, pour que vous envoyiez du format binaire, bah, vous pouvez mettre un schéma registry, donc qui va centraliser tous vos schémas en un endroit unique, et vous allez pouvoir requêter avec vos consommateurs-producteurs de façon très facile. Le REST proxy, si jamais vous avez un langage qui n'est pas supporté pour envoyer dans du Kafka, un truc un petit peu exotique, ben vous pouvez passer par une interface REST qui va s'occuper, elle, d'écrire ou de lire les messages dans Kafka pour vous. Après, il y a des connecteurs, il y a une interface REST pour les connecteurs, mais c'est payant. Des connecteurs spécifiques qui sont développés par la société Confluent. De la réplication cross data center sans avoir besoin de bidouiller de la configuration, parce qu'on peut le faire sans, mais là, c'est beaucoup plus simple. Et bien sûr, du support. On va parler un tout petit peu de perf. Alors ce graphe-là, il est un petit peu vieux, mais globalement, il est toujours plus ou moins valide. Ce qui est dit là, en fait, c'est qu'en débit, entrée-sortie, vous pouvez faire 1 million de messages par seconde sur un broker, une partition, un topic. Donc sans scaler. Ce qui est important, plus que les chiffres qui fluctuent en fonction des améliorations qu'ils font, etc., et de vos machines, tout simplement, ce qui est important, c'est que plus vos messages sont gros, moins Kafka va être content, ce qui peut paraître logique. Globalement, envoyer des gros messages dans Kafka, c'est pas une bonne idée. Donc si vous avez des trucs de 200 000 lignes, soit il va falloir que vous compressiez et que vous utilisiez un format de serialisation qui soit très performant, mais lui, il va pas beaucoup aimer. Donc voilà, c'est à savoir. Kafka Stream. Donc on a dit que le streaming, c'était cool. Leur but à Kafka, c'est comme ça un petit peu le plan. Ils veulent que, selon eux, Kafka Stream se passe comme quelque chose de très puissant, mieux que Storm, moins bien que Spark, okay, mais en même temps très simple, un peu plus compliqué qu'un consommateur Kafka normal, mais somme toute assez simple. Donc ça, c'est leur idée un petit peu de Kafka Stream. C'est disponible depuis la version 0.10, donc maintenant c'est un petit peu éprouvé. C'est assez simple. Et globalement, c'est léger, puisque en fait, vous allez juste avoir, on en parlera après, mais c'est une dépendance Java, en fait, tout simplement. On fait du vrai event at a time processing, pas de micro-batch, avec peu de latence. On peut faire des opérations stateful, donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et on a le exactly once qui est embarqué de base. Donc ça aussi, c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a rien de magique. Si on regarde en fait ce que c'est Kafka Stream, bah, simplement, c'est des consommateurs-producteurs qui sont déguisés. Donc, en interne, on va simplement avoir des topics un Kafka avec des topics d'entrée et d'autres en sortie. Et au milieu, on va définir notre topologie de transformation de notre message pour ensuite l'envoyer dans un autre topic Kafka. Donc, c'est bien. On sait comment faire. Il y a juste deux petites notions qui sont ajoutées par Kafka Stream. Il y a d'abord les keystreams. Donc, la définition peut paraître un peu barbare. En gros, chaque donnée que vous insérez, c'est un insert. Et du coup, on ne remplace jamais les valeurs qu'on envoie. Donc, si on fait un petit exemple interactif et qu'on essaie d'envoyer blend 1, qu'on envoie blend avec la valeur 3, si je vous demande la somme des blends, combien? J'entends 3. Ça fait 4 en fait, puisque du coup, on ne remplace pas les dernières valeurs. Donc, dans votre log, vous aurez 1 et 3. Et du coup, si vous faites une agrégation sous forme de somme, bah, vous allez faire 1 plus 3 et vous aurez 4. De l'autre côté, on a les keytables. Et là, du coup, on est dans un changelog. C'est-à-dire que chaque donnée qu'on va insérer, ça va être un upsert. Ça va remplacer la dernière valeur qu'on avait. Donc, globalement, c'est fait avec de la compaction et voilà. Et c'est basé sur les clés. Donc, si on refait notre petit exemple avec blend 1, blend 3 et qu'on essaie de refaire la somme, cette fois-ci, on aura bien 3, puisque la valeur 3, en fait, remplace la valeur 1. Point de vue des développeurs,
Alors malheureusement, c'est que en Java pour l'instant. C'est une dépendance, donc vous ajoutez votre jar et tout va bien, ça fonctionne. Il y a une API haut niveau pour tous les usages basiques, où vous allez retrouver des choses qui ressemblent à des lambda Java 8. Hein. Vous allez pouvoir faire du map, du filter, du join, tout ce que vous voulez. Et une API plus bas niveau, si jamais vous avez des besoins très spécifiques, où vous allez pouvoir manipuler directement vos opérations stateful, savoir comment vous les stocker, etc. Vous pouvez rentrer assez loin dans le streaming. On va voir, nous, la première partie, la partie haut niveau, par simplicité. Donc on peut faire du map, donc pour transformer un record quand il passe. On peut faire des jointures. Du côté stateful, on peut grouper, on peut filtrer, enfin bon, toutes les opérations qu'on a l'habitude de faire avec des streams. On peut faire des agrégations. Donc on va faire un petit exemple. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les étudiants par année. L'exemple peut paraître un peu trivial, hein, mais c'est fait exprès. Donc on peut, à partir d'un builder, créer un stream en lui disant bah, tu vas me lire ce topic-là, en lui spécifiant la désérialisation. C'est ce qui est fait là. Ensuite, on a des opérations qu'on connaît bien, donc des filters. Donc tout simplement, on va lui dire bah, tu ne me prends pas le total, parce que là, je vais calculer le total en fait. Donc, mais je l'avais déjà normalement. Donc tu ne me prends pas le total, et tu me prends que les communes. Ensuite, une fois qu'on a filtré, qu'on a dit bah, ça y est, j'ai mes messages, maintenant on va les transformer. On va transformer le fait qu'on passe sous forme de clé-valeur, on va transformer cette clé-valeur en mettant en clé l'année et en valeur le nombre d'étudiants. Une fois qu'on a cette liste de clés-valeurs, eh ben on va regrouper toutes celles qui ont la même clé. Et enfin, on fait une agrégation. Donc ça, c'est notre opération. Les deux dernières sont les opérations stateful. Où là, on a une initialisation qui est, bon, bah, la somme est 0. Et ensuite, on va tout simplement faire l'agrégation. On va faire la somme des deux valeurs. Et on envoie ça. Alors à chaque fois qu'il y a des petites strings là, pour l'agrégation, en fait, le students per year, en fait, c'est la valeur qui va être stockée dans votre state store. J'en parlerai après. Donc c'est cette clé-là qui va dire si vous mettez deux fois les mêmes valeurs, en fait, vous allez vous retrouver avec des conflits. Donc ça doit être un truc unique par rapport à votre opération. Et ensuite, on peut décider de l'envoyer dans un topic. Voilà. On a fait notre opération, on a compté le nombre d'étudiants par commune sur l'année, sur toutes les années. Un exemple un tout petit peu plus complexe. La partie du haut, c'est quasiment la même. On a juste filtré que sur 2014. Et en fait, on voit qu'on peut faire des jointures. Donc là, ça commence à ressembler un peu à des trucs qu'on a l'habitude de faire. Donc on peut faire une jointure entre 2014 et 2015 et calculer l'évolution qu'il y a eu en termes du nombre d'étudiants sur les 2 années, par commune. Donc voilà. Ça a peu d'intérêt parce que là, du coup, j'ai toutes les valeurs. En fait, je les lis toutes d'un coup. Mais si on avait un flux qui arrivait en continu avec des données financières, par exemple, et qu'on arrivait à faire des jointures entre deux clients, par exemple, et d'avoir justement la différence de consommation, ça pourrait avoir quelque chose qui ait un peu plus de sens. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué que ça finalement, c'est un petit peu des lambda. Et pour lancer du coup votre streaming, pareil, on lui fait un petit peu de configuration pour lui dire où sont nos brokers, on lui dit comment désérialiser par défaut. Il y a le petit settings de Exactly Once qui fait de la magie. Et après, vous construisez votre builder et quand vous avez défini vos topologies avec la méthode d'avant, vous faites tout simplement start et là votre processing commence et c'est infini. Je parlais des opérations stateful. L'idée, c'est que derrière, vous avez ce qui va être un state store. Par défaut, en fait, c'est RocksDB. Donc, c'est une base de données distribuée in-memory qui va être lancée du côté de vos applications de streaming. Et dès que vous allez faire avec l'API au niveau, dès que vous allez faire des counts, des agrégations ou du fenêtrage, si vous avez beaucoup de données, le fenêtrage sera obligatoire. Et en fait, il va utiliser ce state store pour enregistrer les données en fonction justement des petites strings que je disais tout à l'heure. Et voilà. Et donc tout est fait magiquement. Vous avez besoin de toucher à rien, sauf si vous faites du bas niveau avec le DSL bas niveau. Et dans ce cas-là, vous allez vous-même faire les insertions dans votre state store. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi résistant à la panne. C'est pas un point de problème, puisqu'on peut reconstruire. Il y a un topic dans Kafka qui va contenir justement le changelog de ces state stores. Et si jamais une de vos applications de streaming est tuée et que vous en redémarrez une autre part, vous allez pouvoir récupérer
l'historique de ce qui s'est passé et donc reprendre votre streaming là où il en était. Donc c'est quand même hyper cool. Petit bonus, les interactive queries. Globalement, donc on a parlé du state store qui était sur chacun des consommateurs de streaming. Si vous faites une petite application qui va aller requêter chacun des state stores qui sont accessibles, chacun des state stores sur vos applications de streaming, vous allez pouvoir recréer un état global de votre streaming et donc faire des requêtes sur cet état global. Ça peut avoir directement, vous aurez les dernières valeurs agrégées sans avoir besoin de repasser par du Kafka. Donc ça peut avoir des intérêts. Mais ce qui est encore plus cool, c'est ça, c'est le KSQL. L'idée, c'est que, alors c'est quelque chose qui est expérimental, hein, donc pour l'instant on en est au balbutiement. L'idée, c'est que vous allez pouvoir manipuler vos streams Kafka avec du SQL. Donc là, les exemples qui sont là, c'est les exemples de la doc. Hein. Je n'ai pas encore pu vraiment jouer avec, c'est prévu. Et du coup, vous allez pouvoir créer un stream tout simplement, comme si vous créiez une table. Et créer une table, du coup, on retrouve le paradigme KStream, KTable, en fonction d'un topic donné. Et après, vous allez faire des requêtes SQL. Donc dans votre stream, créer un stream dans lequel on va faire un select étoile from voilà, une table donnée et faire des where, des like, enfin utiliser du SQL, vraiment. Et alors comme on est dans un paradigme de streaming, la requête va jamais s'arrêter. À chaque fois que des données vont être des nouvelles données vont apparaître, on va justement écrire une nouvelle ligne ici après le traitement. Mais on retrouve des choses très très bien pour traiter des données. Le SQL c'est vraiment bien pour traiter de la donnée avec la puissance du streaming. Donc ça c'est à suivre. Je suis pas mal dans les temps, donc on arrive sur la dernière partie qui va concerner un tout petit peu la partie Ops, entre guillemets, je ne suis pas vraiment Ops. Qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner Kafka? Il faut du Java 8, il faut de la RAM, comme toutes ces applications. Globalement, ce n'est pas très gourmand en RAM, en fait, Kafka. Il va falloir avoir des disques séparés parce qu'en termes d'IOPS, il va y avoir un petit peu de trafic. Mais globalement, la façon dont le cache est géré, vous allez avoir des très bonnes performances, même avec des machines qui sont moyennes. Et vous allez avoir vous allez d'autant plus avoir besoin de ça que vous allez avoir de la scalabilité horizontale. Et oui, donc comme je disais, il faut un cluster Zookeeper quand même, ou alors les mettre sur les mêmes machines, mais au moins avec un disque à part, spécifique. Le monitoring de Kafka, il n'est pas si simple que ça en fait. Alors déjà toute la partie JMX, ça c'est assez simple, on a l'habitude de récupérer des informations via JMX, mais il y a des informations qu'il faut savoir traiter, par exemple le statut de votre, ce qu'ils appellent l'ISR, donc l'état de la réplication dans votre cluster. Un topic, on a dit, il peut y avoir de la réplication pour les problèmes de failover, et il faut que vous vérifiez qu'il y a toujours bien le nombre de réplicas synchronisés qui soit OK, que vous ayez toujours un leader sur vos partitions, etc., etc. Et vos statuts de broker. Les informations aussi ce qu'il va falloir monitorer aussi, c'est votre Zookeeper, parce que Zookeeper peut être un point d'erreur sur votre cluster Kafka. Alors il y a des outils qui permettent de faire ça, qui permettent de faire pas que du monitoring mais aussi du management, un petit peu de votre cluster Kafka. Donc en termes de monitoring, vous avez le Confluent Control Center, du coup c'est un autre produit Confluent qui est payant. Qui va vous permettre de faire directement, vous aurez votre monitoring de tout votre cluster, la latence que vous avez dans vos topics, etc. Donc tout est fait un petit peu magiquement. Vous avez aussi Sematex qui a un plugin pour pouvoir justement monitorer votre cluster Kafka de façon automatique. Il ne monitore pas tout, hein, les questions de lag, etc. C'est toujours quelque chose à faire un peu de soi-même. Et vous avez Bureau, c'est un outil ancien Yahoo, je crois, qui est open sourcé, qui permet d'avoir des informations sur le lag de vos topics. Très simple à mettre en œuvre et ça fonctionne bien. En termes de management, vous avez Kafka Manager qui va vous permettre de créer des topics, de changer les délais de rétention, de scaler le nombre de partitions, etc. Permettre de faire plein d'opérations comme ça. Il faut faire attention parce qu'on peut aussi faire n'importe quoi avec, comme tout. Et Kafka, c'est un outil en ligne de commande pour simplifier des opérations avec Kafka. Donc voilà, il y a un petit écosystème en termes d'outils pour utiliser du Kafka en production. Très rapidement, ce que nous on a fait en fait, c'est qu'on a mis des agents Java sur chacune de nos machines Kafka.
Et on a tout agrégé via une stack ELK. Donc là, il y a du Java un peu en trop. Je pense qu'on aurait pu mettre un truc du style Nagios ou Zabbix pour directement le requêter le JMX. Mais bon, c'est une autre problématique. Et derrière, on a nos graphes assez sympathiques sur Kibana qui sont disponibles. On arrive à la conclusion. Ça va être un petit peu les 10 commandements de ce qu'il faut faire avec Kafka, si vous voulez l'utiliser. Déjà, il faut être gentil avec Zookeeper. Zookeeper, si jamais il part en vrille, votre cluster Kafka va partir en vrille. Donc il faut être très gentil avec lui, il faut toujours faire attention à le monitorer. Mais globalement, Kafka, c'est très très robuste. On l'utilise en production, on n'a pas un gros cluster, mais on a beaucoup de messages qui passent à travers. Il n'est jamais tombé une fois en prod. Et je bosse chez un très gros client du e-commerce à Bordeaux, sans le citer. Exactly Once, ça y est, c'est disponible depuis la 0.11, donc il faut en profiter. Comme ça, on a la garantie d'avoir un seul message, que le message arrive une seule fois dans votre log distribué. Les gros messages, il faut oublier, ou alors il faut vraiment s'arracher un petit peu les cheveux pour pouvoir les sérialiser comme il faut. Vous allez avoir un petit peu de tuning, là je ne l'ai pas montré, mais au niveau de vos consommateurs et vos producteurs pour choisir au niveau des consommateurs combien de messages maximum vous voulez récupérer, la durée de vos sessions si vous voulez, parce qu'il y a un système de heartbeat au niveau des consommateurs pour pouvoir justement avoir cette répartition des partitions chez les consommateurs. Donc vous allez avoir un petit peu de tuning à faire à ce niveau-là. Il va y avoir aussi la question de comment faut sizer les topics, parce que si vous mettez beaucoup de partitions avec peu de brokers, du coup vous allez multiplier les pointeurs sur votre file system et du coup ça peut poser des problèmes. Donc il faut que vous sachiez combien vous avez besoin en termes de taille par rapport à votre volumétrie, tout simplement. La compression, j'en ai pas parlé, mais en gros quand on envoie les messages, on peut les compresser en gzip, LZ4 et Snappy, je crois. Et en gros, ça vous permet de gagner un petit peu sur votre partie réseau, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous avez des gros messages en plus. La compaction, on en a parlé, pour réduire le nombre de messages que vous avez si jamais vous avez quelque chose de taille fixe. Il faut monitorer, mais globalement, ça marche plutôt bien tout seul. Donc il faut toujours garder un œil si jamais il y a un problème. Mais comme je le disais, on a eu très peu de soucis avec. Donc c'est plutôt bon. Il faut faire du streaming, c'est hyper bien, c'est pas compliqué et il y a plein de use cases qui sont vraiment intéressants, qui sont débloqués par le streaming. Et comme d'hab, la conclusion éternelle, il y a sûrement des outils qui font certaines choses que Kafka fait de façon un peu mieux. Kafka fait sûrement des choses mieux que d'autres outils. Donc c'est pas la silver bullet, il ne faut pas l'utiliser tout le temps dès que vous avez besoin de faire du messaging, on parlait de RabbitMQ ou autre. Donc voilà, il faut y penser, c'est un outil qui est là, qui est disponible, qui marche très très bien avec une grosse communauté. Donc n'hésitez pas. Quelques ressources, je pense que y a des PDF qui doivent être disponibles ou alors qui seront disponibles, ou si jamais vous les voulez, je peux vous donner un petit peu tous ces articles, notamment le GitHub avec les exemples de moi et de Confluent. Merci à vous pour votre attention.